Bienvenue au Kubernetes Community Day France. C'est la première édition, nous sommes en 2023. Alors tout d'abord, je voudrais commencer par présenter mes excuses sur le fait que dans le programme de l'événement et dans plein de choses, il y a un mélange de français et d'anglais qui parfois peut heurter un petit peu les oreilles ou les yeux quand on est en train de lire. C'est la première édition de l'événement. Et vous savez, quand on fait quelque chose en informatique, il y a toujours le build versus buy. Est-ce que je le fais moi-même ou est-ce que je prends un truc sur étagère pour aller plus vite? Et entre autres, on a décidé de buy, entre guillemets, enfin on ne l'a pas acheté, mais on l'a réutilisé, le système de CFP, de Call for Papers, pardon, d'appel à proposition. Il était en anglais. Et du coup, il y a pas mal de speakers, d'intervenants et intervenantes, qui, du coup, ont fait des propositions en anglais en se disant que ça allait être en anglais. Alors, je vous rassure, tout va être en français. Mais du coup, il y a quand même pas mal de choses en anglais qui se sont glissées par-ci, par-là. Voilà. Bien sûr, c'est un événement Kubernetes. J'imagine que vous êtes là pour les containers, le Kubernetes et bien entendu le Cloud Native. On essaye maintenant de plus en plus de dire qu'il n'y a pas que Kubernetes dans Kubernetes, ou plutôt dans le Cloud Native. Et on en parlera tout à l'heure. On évoquera un petit peu entre guillemets, la vie après Kubernetes. C'est un événement communautaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plusieurs choses derrière ça. Déjà, la communauté Kubernetes et Cloud Native en général, c'est une communauté que je trouve personnellement assez extraordinaire, assez riche. Il y a plein de gens, il y a une très grande diversité aussi. Une petite anecdote comme ça, il y a quelques années, j'étais en train d'essayer d'apprendre à écrire des opérateurs avec KubeBuilder. Et je ne vous mens pas, la majorité des tutos, des talks, des blog posts que je trouvais étaient écrits par des personnes trans ou non binaires. C'est une coïncidence assez marrante, mais ça montre quand même qu'il y a un minimum d'inclusion dans cette communauté. Ça ne veut pas forcément dire que tout est parfait non plus, mais j'ai trouvé ça assez sympa. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on n'est pas que entre gros barbus comme dans d'autres endroits. C'est un événement communautaire aussi. Donc, événement. Faut descendre de l'estrade. Ceux qui sont au fond, vous verrez un peu moins bien, voilà. C'est un événement communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas une société derrière, du genre la Kubernetes Company qui est en train de financer tout le truc, ou par exemple une société organisatrice d'événements qui ferait ça dans un but purement de profit. Non, c'est un événement communautaire, donc c'est plein de bénévoles. C'est des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là pour faire de l'argent parce qu'on travaille dans une société capitaliste, bien sûr, mais le but de l'événement n'est pas du tout de faire de l'argent. Cet événement, il est possible grâce à nos sponsors, je vais en profiter pour les remercier au passage. Les sponsors, ça représente, dans un événement comme celui-ci, entre 80 et 90% du budget. Pour le dire autrement, si on n'avait pas les sponsors, il faudrait qu'on fasse payer le prix du billet au moins 5 à 10 fois plus cher, ce qui serait tout de suite nettement moins sympa, et ou qu'on fasse pas mal de compromis sur ce qu'on a à proposer. Trouver un lieu comme ça permettant d'accueillir entre 500 et 1000 personnes dans Paris, c'est compliqué. Avoir la transmission vidéo, l'enregistrement, etc., c'est compliqué. Donc voilà, c'est à l'époque où j'étais un ayatollah du libre, j'aimais pas trop les sponsors, et maintenant que je suis un peu de l'autre côté de la table, je suis quand même bien content de les avoir avec nous pour un événement comme ça, de nous faire confiance, etc. etc. Des sponsors, on en a donc un sacré paquet, hein, j'ai fait défiler les stats derrière, et ce que je suis prêt à parier avec vous, c'est que même si vous aussi vous êtes, comme j'étais à une époque, un extrémiste du libre, etc., je suis sûr que parmi toutes les boîtes qui sont venues ici, donc encore une fois qui nous ont fait confiance et qui ont mis souvent la main au porte-monnaie, je suis prêt à parier qu'il y aura au moins une de ces boîtes qui aura un truc sympa à discuter avec vous, une conversation intéressante à avoir. Donc n'hésitez pas à aller vous balader dans les stands là-bas. Je vous promets que ce sera sympa. Bien, la communauté, et puis ça s'appelle donc Kubernetes Community Day. Alors on m'a demandé plusieurs fois comment ça se fait que c'est
Kubernetes Community Days, mais il n'y a qu'un seul jour. Alors en fait, c'est inspiré du principe des DevOps Days, où c'est la même chose. C'est des days dans le sens où il y en a plusieurs, mais c'est plusieurs événements. Et chaque événement est sur une journée. Et le but, c'est d'avoir des événements locaux. Donc plutôt que d'avoir une énorme conférence avec 5000 personnes, et c'est super compliqué pour y aller, et il faut se battre, etc. Bon, bah, c'est juste une énorme conférence, mais un petit peu moins énorme, mais qui a lieu en général dans un pays ou dans une ville, et où c'est plus facile d'y aller, parce que vous pouvez prendre les bon, des fois. Voilà, bref, vous voyez l'idée, quoi. Et puis, bah, c'est la France, donc c'est chouette aussi parce qu'on peut avoir des présentations en français. Et même moi qui ai la chance d'avoir pu vivre quasiment 10 ans aux États-Unis, travailler aux États-Unis, etc., et d'avoir un anglais pas trop pourri, bah, j'avoue que je suis content quand j'ai des présentations en français parce que ça fait travailler mon cerveau un petit peu moins et c'est plus facile de comprendre et d'échanger autour. Voilà. Bon, et puis en France, les containers, on connaît quand même vachement bien. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette œuvre. Je donne un indice, Alphonse Brown, La culture de la betterave. C'est le port du Havre, c'est la catène de containers du port du Havre. Voilà, et donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux quand vous prenez des photos ou des selfies de containers. Le niveau 1, c'est « Oh tiens, un container, je prends en photo ». Le niveau 2, c'est « Tiens, je me prends en photo à côté d'un container ». Là, c'est quand même déjà, on monte un peu le niveau. Et puis le niveau 3, je pense que ça serait de se prendre en photo à côté de ça, ou peut-être tout en haut. Bon, non, je ne conseille pas de faire ça, mais voilà. Donc je pense que peut-être pour une édition future du KCD France, peut-être qu'on pourrait le faire au Havre avec la keynote devant la catène de containers. Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais il faut reconnaître que ça aurait de la gueule. Bon, puisqu'on parle de France et de containers, on a toujours eu la fibre containeristique en France. Déjà à l'époque où je travaillais chez Docker, le groupe de Meetup Docker Paris, c'était le number one. Croyez-le ou non, et c'est toujours le cas en Europe. Vous voyez, j'ai pris les plus gros groupes de meet-up Docker d'Europe. Il y a celui de Paris qui est encore en tête. Bon, il y a Londres, mais depuis qu'ils sont sortis de l'Europe, ça compte plus. Et puis même aux États-Unis, en fait, vous voyez, on prend San Francisco, ça nous permet de dire, bah, Docker Paris, ça reste quand même plus gros que le groupe de meet-up de San Francisco, ce qui est assez impressionnant. Bon, et puis il y a aussi Bangalore qui nous rappelle quand même que, voilà, on remet un peu on pose les bases. Mais voilà. Et puis, bah du coup, pour parler un petit peu de containers, de Docker, d'où ça vient et d'où ça va, j'aimerais bien pouvoir vous faire la surprise, mais je pense que vous avez tous vu le programme. Donc, qui de mieux que Solomon Hykes, mon ancien collègue, toujours ami, ancien patron, créateur de Docker, qui est là avec nous pour discuter un petit peu de tout ça. Bonjour. C'est très Alors, grand. voilà. Donc, je me mets là, ici c'est bien. Ouais, bonjour. Alors pour présenter, situer un petit peu le contexte, c'est vrai que moi je ne me suis même pas présenté au début, je m'appelle Jérôme Petazzoni, j'ai travaillé chez Docker pendant 7 ans, il paraît, on dit qu'on se rappelle tous des moments importants de la vie du genre là où vous étiez, le moment où Michael Jackson est mort. Alors perso, j'ai beau adorer la musique de Michael Jackson, je ne me rappelle pas du tout où j'étais au moment où il est mort, je ne pourrais même pas vous dire l'année, c'est vous dire la honte. Par contre, je me rappelle très bien où j'étais le jour où Salomon m'a appelé comme ça pour me dire hey, on vient de passer par Y Combinator, qu'à l'époque, je n'avais jamais entendu parler, mais aujourd'hui, je pense qu'on est déjà plus nombreux à savoir ce que c'est. On vient de lever un peu d'argent. Est-ce que ça te dirait de venir bosser avec nous en Californie ? J'étais en train de rentrer chez moi, place de la Nation, en face des colonnes du trône, et j'ai pas eu besoin de réfléchir très longtemps pour lui dire, écoute, oui, j'arrive, je pose mon préavis, je suis là dans 3 mois. Bon, parce que les préavis en France et aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil. À quoi mais donc voilà, quelques mois plus tard, j'étais dans un avion pour San Francisco. À l'époque, j'ai rejoint une société qui s'appelait .cloud et qui était née quelques années avant en France. Donc, je veux dire, on n'a pas besoin de beaucoup tordre le cou à la réalité pour dire que Docker, ça vient de France, ou au moins l'ADN du début, etc. Même si après, la boîte s'est beaucoup développée aux États-Unis, évidemment. Alors,
Salomon, aujourd'hui, il bosse sur un projet qui s'appelle Dagger, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Parce que quand tu lui as demandé de venir, il nous a dit non, mais je ne vais pas venir pour saouler les gens avec Dagger, etc. Je lui ai dit écoute, je pense que les gens, ça va les intéresser. Moi, ça m'intéressera de toute façon. En plus, c'est moi qui suis censé être le MC, donc du coup, c'est moi qui décide, donc on en parlera, hein. Mais avant qu'on parle de tout ça, peut-être quelques questions, un peu pour remettre un peu de côté historique. Il y a des gens, par exemple, qui nous disent que Kubernetes, dans quelques années, plus personne n'en parlera, ça va disparaître, etc. Toi, donc, as vu l'avènement des containers, l'avènement de Kubernetes, où les premières versions avaient été annoncées à la DockerCon, etc. Quand tu entends des choses comme ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Merci pour la gentille intro déjà. Euh, ouais, c'est vrai que c'est drôle, il y a des projets comme ça où ça prend ça prend des proportions presque délirantes, quoi. Donc on a du mal à détacher les histoires de la réalité. Et puis il y a des histoires alternatives. Il y a l'histoire de tout le monde va utiliser Kubernetes partout, tout le temps. La machine à café avec Kubernetes. Il paraît qu'Apple va remplacer macOS par Kubernetes. Et puis de l'autre côté, il y a le cynisme absolu. Non, c'est une mode, dans un an, ça sera oublié. Puis, bon, je pense que là, on est dans une phase de la hype cycle, comme on dit, où on a fait le tour de la tech, du projet. Ça commence à être plus mature. Les releases, ça commence à être plus dans la solidité, la scale, la feature incrémentale. Il y a moins de mystère, quoi. Et aussi, il y a moins de mystère sur l'adoption. L'impression que j'ai, c'est que je pense que il y avait un maximalisme qui maintenant, je pense, a moins lieu d'être parce que c'est pas du tout lié à Kubernetes, c'est simplement les lois de la physique, quoi. C'est juste, il y a tellement d'ordinateurs, il y a tellement de serveurs, il y a tellement de déploiements cloud, c'est juste impossible pour n'importe quelle technologie d'avoir 100% de part de marché. Donc, ça va être un projet dominant sur le cloud et même sur le hosting en général, qui va continuer de grossir, mais il y a d'autres technologies qui sont complémentaires. Kubernetes lui-même se fragmente pas mal. Et donc, oui, voilà, je suis quelque part entre les deux, quoi. Ouais. Mais je trouve ça, c'est sain pour une communauté d'arriver à cette période, je trouve, parce qu'on est plus dans le réalisme et on n'a plus besoin de. Je pense que tout le monde est en sécurité que Kubernetes ne va pas disparaître. Et donc, on a moins besoin de se mentir à soi-même et de projeter ouais, c'est un mode de survie, en fait, de projeter le succès inévitable. On peut être plus réaliste et c'est moins. Tout est plus posé, j'ai l'impression. Absolument, ouais. Et est-ce que tu penses que des fois la comparaison qui est faite avec Linux, de dire bon bah ça a commencé au début, c'était un truc comment dire, un petit peu de niche, et puis un jour on se réveille et il y a la moitié des gens qui ont un Linux dans leur poche parce que c'est de l'Android, et puis tous les serveurs enfin pas tous, mais Ouais. tellement de serveurs dans le cloud c'est des Linux, etc. Est-ce que tu penses que c'est une comparaison qui est à peu près fair ou Bah, de certaines manières, oui, hein, c'est clair. Je pense que c'est la comparaison qu'a fait Red Hat, par exemple. Bon, Ouais. Linux avant, maintenant Kubernetes, c'est assez clair. Il y a beaucoup de parallèles, évidemment. C'est un projet collaboratif. Il n'y a pas une société qui le contrôle, etc. Je pense que Linux est plus grand. En fait, Kubernetes, pour moi, c'est presque une extension. C'est la continuité de Linux, en fait, hein. Ouais. En théorie, on peut faire du Kubernetes sans Linux, mais bon, ça reste. Les comptes Docker, c'est pareil, d'ailleurs, hein, c'est très incrémental. C'est OK, Linux, c'est quand même super bien. On va rajouter des morceaux sur Linux, en fait, hein. C'est ça qui est intéressant. Mais oui, je pense que c'est une comparaison utile, on va dire. Ouais. Et alors, puisqu'on parle un peu de techno, de stack, de choses comme ça, bon, moi, à l'époque où on travaillait ensemble, j'étais sans arrêt dans les meet-up à San Francisco. Franchement, je faisais la blague un peu à l'époque que à San Francisco, si t'as pas d'argent, tu dois pouvoir manger des pizzas et boire du coca tous les soirs à un meet-up différent, hein. Le lundi, je vais aller au meet-up React, le mardi, je vais aller au meet-up Docker, le mercredi, je vais aller au meet-up Python, etc. Et puis tu peux enchaîner non-stop. Bon, maintenant que je suis plus à San Francisco, je baigne un petit peu moins dans tout ça, donc j'ai un peu moins les radars pointés sur les nouvelles stacks, les nouvelles techno, etc. Ouais. Mais j'entends quand même plein de choses autour de WASM, les LLM, les gros modèles de langage, etc., etc. Est-ce que dans tout ça, toi, à titre perso, il y a que ce soit une techno, une stack, quelque chose qui attire un peu ton attention et où tu te dis ça a le potentiel de transformer
la manière dont on bosse et dont on déploie de la manière, de manière aussi profonde que ce que Docker a fait. Ou peut-être pas d'ailleurs le développement et déploiement, peut-être que ça va être un autre Ouais. domaine, mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis ça Ouais, c'est ouais, bonne question. Bah, évidemment, comme tout le monde, je joue avec ChatGPT, je lui fais dire des bêtises et je trouve tout ce domaine-là passionnant. Et puis ça bouge tellement vite que c'est plein d'inconnus. Donc c'est dur de ne pas être intrigué, mystifié par le futur de l'AI en général, quoi. Et j'aime bien que ça sorte du domaine des buzzwords qui inspirent pas trop confiance. Bon là, il reste beaucoup de buzzwords, mais on sent qu'il y a une réalité technique derrière, donc c'est intéressant. Je pense on est loin de la phase réaliste dont on parlait avec Kubernetes. Je pense donc ça c'est intéressant. Après, dans notre domaine, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on est en train de cette communauté-là, et puis par extension Cloud Native, tout ça, on est les plombiers dans l'histoire, on pose l'infrastructure pour que tout le reste tourne, quoi. Et maintenant, c'est à l'échelle d'Internet, on est en train d'upgrader Internet. C'est quand même assez passionnant comme projet collectif. Et donc, ouais, moi, ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est ce que j'appelle le DAG, c'est la glue entre d'un côté, le développeur qui code, qui a des outils fantastiques et d'une productivité incroyable. De l'autre côté, les clouds qui sont quand même très très robustes et qui scale à très grande échelle. Maintenant, j'essaie de rester dans le français, c'est pas facile. Tu peux, je l'aurais dit Qui au début, on allait scale, mélanger, donc c'est ouais, bon. ouais. Non, mais c'est pour moi aussi. Mais il y a deux pôles quoi, qui ont énormément bougé, en partie avec les containers, mais pas seulement. Et entre les deux, c'est l'horreur. La glue entre le code, ça y est, le code marche, et puis sur ma machine, et puis tout scale. C'est un peu la théorie que Docker devait régler ça, mais disons qu'on a posé la base, mais il y a beaucoup de boulot. Ouais, régler ce problème-là, c'est un problème que je trouve passionnant parce que c'est un problème de supply chain, en fait, de chaîne logistique. Et derrière tout ça, il y a un DAG, il y a un graphe. Et bon, moi, évidemment, j'ai appelé ma nouvelle boîte Dagger pour une raison, c'est à cause du DAG. Mais ça s'applique à... C'est comme un fil conducteur entre énormément de catégories différentes, bien au-delà de ce que nous on fait dans le CI/CD. Terraform, Pulumi, tout ce qui est gestion d'infrastructure, c'est un DAG. Quand on parle aux anciens de Puppet, Chef, Puppet en particulier, Ansible et tout ce qui est configuration management, derrière, c'est un DAG. Il y a comme une espèce de... Il y a un problème non résolu, quoi. Parce qu'à la fin, on est obligé de tout connecter quand même. Ouais. À la fin, c'est un produit, c'est une application. Donc, bref, c'est pas une technologie, mais c'est un problème que je trouve passionnant. Alors il y a un truc qui me rassure quand même dans ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que quand je t'ai demandé, bon, selon toi, c'est quoi les technos là, qui valent le coup en ce moment, c'est vrai que si tu n'avais pas parlé de ton projet actuel, je me serais dit, du coup, tu n'y crois pas. Donc ça me rassure. Et justement, alors j'ai essayé de me plier un petit peu à l'exercice de reprendre mes baskets de, entre guillemets, évangélistes. À l'époque, c'était d'expliquer et d'ailleurs, mini anecdote, mais j'essayais régulièrement comme ça une nouvelle manière d'expliquer Docker aux gens et j'essayais d'expliquer dans le chauffeur de Lyft ou Uber pour voir est-ce que j'arrive à trouver un discours en fait qui est vraiment accessible à tout le monde ou à quelqu'un en tout cas qui n'a pas forcément en poche un diplôme de développement logiciel ou etc. Et à la fin, j'étais arrivé à expliquer en gros que Docker c'est un petit peu comme l'App Store là sur le téléphone qui permet d'installer les trucs en un clic, sauf que c'est pour les gens qui développent des applications et donc quand ils ont besoin d'une base de données ou d'un composant XYZ, ils ont une espèce de truc un peu pareil, mais version pour développeurs ou développeuses, hein, et qui leur permet d'installer des composants. Bon, c'est un peu simplifié et je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui sont en train de, comme on dit, roll your eyes, froncer les sourcils, ou dire ça un peu simplifié. Lever les yeux au ciel. Mais c'était un exercice intéressant et du coup j'ai essayé de faire un petit peu pareil avec Dagger, qui est le projet sur lequel tu travailles maintenant depuis quelques années, si je dis pas de bêtises. Oui, on a lancé il y a un an. Évidemment, voilà. Derrière il y avait beaucoup de boulot pendant quelques années. Je crois que j'ai un souvenir d'avoir vu une présentation que tu faisais peut-être avec Andrea dans genre Docker Lyon Online ou un truc comme ça, ouais. Il y a un an ou un truc comme ça, je crois. Ouais. On a fait quelques présentations. Je me rappelle, j'étais dans le train entre Berlin et Paris, je ne sais plus dans quelle direction, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de regarder cette présentation. Bon, le
le train entre Berlin et Paris, c'est pas... Dagger, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui testent leur code? C'est tout? Ah non, quand même, quand même. Je me suis dit, bah, je commence à comprendre pourquoi on a des problèmes maintenant. Bon. Pour tester son code, il y a ce qu'on appelle la CI, hein, l'intégration continue. Bon, déjà, il faut écrire des tests, et puis après, on a la CI. Et bon, j'imagine que la majorité d'entre vous savent très bien de quoi je parle, mais il y a ce principe de, quand je push mon code vers Git, il y a Git qui va déclencher tout un tas de hooks et de trucs pour lancer les tests automatiquement. Puis pas seulement les tests, hein, justement, il y a plein d'autres choses derrière. Il y a construire des images, des packages, il peut y avoir tout un tas de choses qui se déclenchent. Et quand on travaille avec des outils comme ça, parfois on se retrouve avec un historique de commit qui ressemble à ça. Et je pense qu'on l'a tous et toutes eu, enfin en tout cas celles et ceux qui ont bossé avec de la CI, et ceux qui ne l'ont pas eu, ou bien vous mentez, ou bien vous êtes vraiment très fort, et je veux qu'on discute après pour vous expliquer comment vous faites. Mais au début, en tout cas, quand on a commencé, on a forcément eu un truc comme ça où genre je fais un commit pour tester ma CI et puis ça marche pas. C'est pas mon code qui marche pas, hein, c'est le truc que j'ai écrit en CI. Donc on refait un commit, on repush, on change un caractère dans l'YAML, l'indentation, on recommit, on repush et on répète et on rince 50 fois jusqu'à ce qu'à la fin il y ait noté ce qui passe et on fait ah trop bien. On se dit bon, il y a peut-être un truc là où on pourra peut-être faire mieux que ça. Et j'ai l'impression que Dagger, entre autres, ça vise à résoudre un petit peu ça. Par exemple, d'être capable de faire tourner mes tests en local, en sachant qu'ensuite ils vont pouvoir tourner dans GitHub Actions, comment ça s'appelle, Bitbucket Pipelines, GitLab CI, et j'en passe, Jenkins, que ça pourra tourner de la même manière et que donc je ne serai plus obligé de comme ça. Est-ce que jusque-là, c'est à peu près ça? Oui, c'est ça. Et évidemment, ça utilise des containers. Normal. Qui n'utilise pas des containers aujourd'hui? On fait un peu pour les pipelines de delivery de l'application ce que Docker faisait au départ pour l'application. C'est beaucoup des mêmes problèmes finalement. Voilà, et alors justement dans l'espèce de petite explication que j'ai donnée, j'ai l'impression que c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein de choses derrière. Selon toi, qu'est-ce que j'ai oublié, omis en fait dans ma petite explication? Déjà, l'explication est excellente et clairement c'est pour ça que les gens viennent utiliser Dagger, c'est qu'ils ont envie de sauter par la fenêtre avec leur workflow de CI/CD. Mais de la même manière que Docker, au départ, on utilisait pour une ou deux raisons très précises et pas assez limitées. Mais derrière, nous, on avait toute une idée pour tout ce qu'on pourrait faire avec Docker plus tard. Et là, c'est pareil, on a évidemment toute une vision pour ce que Dagger peut faire. Nous, on essaie de régler le problème du DAG. Du coup, c'est ça que tu as mis sur la slide, ça tombe bien. En fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, mais un produit logiciel, c'est tellement complexe maintenant qu'on a des équipes qui travaillent chacun sur leur île avec des outils, des workflows différents. Et parfois, ils ont du CI, parfois non. Le front-end, le back-end, la data, etc. Mais à la fin, comme je disais tout à l'heure, c'est un seul produit, il faut tout connecter. Et donc, il y a un DAG. Et souvent, on ne le voit pas, on ne sait pas où il est, mais il y a un graphe avec des boîtes et des flèches. Et en fait, c'est comme l'usine qui fabrique le produit, quoi. Le design de cette usine est super important, mais en général, on ne le connaît pas, on ne le maîtrise pas, et parce que c'est fragmenté. Et donc, on essaie de donner une API commune, un langage commun, pour que chaque équipe puisse exprimer leur pipeline à leur manière, de manière interopérable, quoi. Donc, l'équipe front-end peut utiliser le pipeline de l'équipe back-end, etc. Et c'est du code, en fait, tout simplement. On prend le process qui est aujourd'hui, ça devrait être du code, parce que c'est tellement complexe qu'on ne peut plus le faire à la main, il faut l'automatiser. Mais c'est presque du code, mais ce n'est pas vraiment du code. C'est un YAML, un shell script, un makefile, c'est de la glue, c'est de la bidouille. Et ça devrait être aussi plaisant à développer, à tester que l'application elle-même, en fait. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Mais ça, c'est assez complémentaire de ce que tu dis. Et alors du coup, je suis en train de me rendre compte qu'on a... Je ne sais même pas si on a dit ce que c'était qu'un DAG, et je pense qu'il y en a, j'imagine, une grosse partie d'entre vous qui savent ce qui se cache derrière ces trois lettres-là, puis tu as prononcé le mot graphe, mais DAG, c'est Directed Acyclic Graph, donc un graphe
acyclique orienté. Donc en gros, c'est un graphe comme ça, hein, avec des, voilà, Avec des flèches. avec ça représente des étapes, des actions, Ouais. etc. Et alors, ce qui est assez rigolo, anecdote, encore une, je suis construit d'anecdotes, hein, mais anecdote personnelle, c'est un truc qui me rappelle beaucoup Docker à un niveau méta, c'est que Docker au début c'était ouais, vas-y, on va construire des petites applications, des web services, etc. Ça va être chouette. Et puis après, il y a plein de gens qui se sont mis à faire d'autres choses avec, au point que des fois. Justement, au bureau, on est non, comment on va faire ça ou non, il faut absolument pas faire ça, etc. Et là, par exemple, avec Dagger, pendant qu'on était en train de discuter avec Salomon en se préparant comme ça, bon, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet où je prends des vidéos que je découpe et on fait de la reconnaissance vocale et on fait de l'OCR et on fait du truc, etc. Et je me suis rendu compte comme ça, ben non, mais en fait, voilà, c'est ça, c'est un DAG, j'ai des étapes, il y a des trucs qui partent d'un côté, après ça revient de l'autre, etc. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, j'ai pas beaucoup de. Enfin, il y a des choses qui existent pour faire ça, il n'y a pas de problème. Mais simplement, avec le mélange d'outils, de bouts de trucs que j'ai à gauche à droite, pour l'instant, dans les outils que j'ai vus, ça m'obligerait comment dire, il y a une moitié en shell, l'autre moitié en Python, donc il faudrait réécrire la moitié qui est en shell en Python ou l'inverse, etc. Et du coup, j'ai commencé à bricoler un petit peu avec Dagger pour essayer de voir si ça pourrait marcher. Alors, la suite, peut-être un talk au prochain KCD sur le sujet. On n'y est pas encore, mais on se rend compte des fois comme ça, ce qui me fait dire que ça va être quelque chose de transformatif, c'est que quand on est exposé au sujet, après on revient avec ça, on regarde un truc sur lequel on est en train de bosser et on fait « Ah mais en fait ça pourrait bien marcher pour ça ». Bon, c'est pas que j'écris pas de test, hein, mais la CI chez moi pour ce que je fais, elle est vraiment très simple, basique. Donc du coup, j'ai pas pensé tout de suite à Dagger pour la CI, mais pour ce que je fais, un ensemble de tâches comme ça, ça m'a paru assez pertinent. Voilà. C'est l'effet Lego, on appelle ça l'effet Lego. Ouais, il y a l'effet démo. Quand la démo est assez bonne, en Ouais. général, on repart en se disant ah mais ouais, ça, je vais pouvoir faire quelque chose avec. Quoi. En fait, nous, finalement, on essaie de faire le Lego et notre simplifier la CI, c'est un peu le produit d'appel, c'est comme le bateau pirate en Lego. Parce qu'il faut bien une raison au départ pour commencer avec les Lego. Personne, enfin moi, quand j'étais enfant, c'était pas le bac de Lego en vrac qui m'attirait. Ça c'est venu après. Exactement, Je peux construire ce que je veux après avec. Mais il faut quelque chose au départ. Quoi. Voilà. De quoi on voulait parler d'autre Alors d'habitude, on a des notes et alors, je suis à moitié préparé. J'ai des notes quand même. J'espérais pouvoir m'en sortir intégralement sans. Tu voulais parler de la tech en France. Vous voulez parler de la French Tech, bien sûr. Comment est-ce que j'ai pu oublier ça bon, alors la transition ne sera pas forcément la plus classe du monde. J'espérais trouver un truc mieux. Mais bon, imaginons que nous sommes dans l'univers parallèle dans lequel demain j'ai un déj avec Xavier Niel et qui me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que Salomon vienne monter sa prochaine boîte en France. Qu'est-ce que je lui dis ? Sachant que c'est non-binding, hein, même si j'avais ce déj demain avec lui et même s'il m'écoutait, tu ne serais pas obligé. Bah déjà, ça a beaucoup changé la définition de où on monte sa boîte parce que Docker, on avait un bureau à San Francisco. Plus tard, on a fait un bureau à Paris et puis des bureaux à différents endroits dans le monde. Mais Dagger, on n'a pas de bureau. Moi, j'habite à San Francisco encore, mais on a une équipe française aussi. En fait, on est étalé sur 8 time zones. Donc, on est éparpillé à travers le monde. Ça a des avantages et des inconvénients. Donc déjà, la définition de où est la boîte, ça change pas mal. Mais c'est vrai qu'on reste quand même une boîte américaine. Mais notre premier investisseur, c'est New Wave, qui est le fonds issu de Kima, donc le fonds de Xavier Niel. D'accord. Et on est très content en fait. Donc je pense qu'il y a des choses qui évoluent. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas déménagé à Paris pour faire Dagger. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je sais pas. C'est une question. Bon, j'ai une autre question du coup. Ouais. Moi, disons que ce que je vois, c'est que ça évolue beaucoup et c'est l'écosystème tech en France est très différent en mieux de 2010 quand je suis parti. C'est le jour et la nuit, quoi. Et je pense que juste nous, on est vraiment une version. En plus, on est dans une partie vraiment extrêmement spécialisée de l'écosystème tech. Je veux dire, nous, ici, quoi. Parce qu'on est au service
des constructeurs de logiciels. Donc déjà, il faut qu'il y ait un écosystème de départ, et il faut qu'il soit assez mûr et d'une certaine taille pour que ça ait du sens que nous, on soit là. Et ça a mis du temps, ça. Donc il faut des gens qui font des applis mobiles pour les consumers, il faut des utilisateurs de tech pour qu'à un moment, nous purs créateurs de tech pour d'autres utilisateurs de tech, ça ait un sens, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on arrive à cette masse critique. Ça met du temps, hein. Super, en tout cas. Bon, bah écoute, je gardais un petit peu l'œil sur l'horloge en même temps. On a couvert à peu près ce qu'on avait prévu de couvrir, croyez-le ou non. Merci beaucoup. Alors moi, je voudrais quand même vous encourager à jeter un œil au moins à Dagger. Ça a pas mal évolué aussi. C'est-à-dire que si vous êtes à peu près dans la situation dans laquelle j'étais il y a, mettons, un mois, où vous aviez l'image de Dagger il y a un an, vous étiez beaucoup centré sur Q, le langage de description de configuration. Là, maintenant, ça s'est énormément ouvert. Vous pouvez écrire des trucs bon, je peux lire un Go, Python, TypeScript, JavaScript, GraphQL. Moi, ça va me donner une excuse, une opportunité pour apprendre le GraphQL, je crois, parce que j'ai cru comprendre que c'était un petit peu le truc natif et que le reste... c'est une appli GraphQL, ouais. C'était aussi mon excuse de découvrir GraphQL quand on l'a fait. C'est très fun. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. Si vous arrivez à apercevoir Salomon dans la journée et que vous voulez le coincer pour poser des questions, vous pouvez essayer. Après, avec plaisir. Moi, je suis là toute la journée. Donc profitez-en. Ça fait très plaisir d'être là. Et puis, écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir ce matin comme ça ensemble et de se remémorer un petit peu le passé, de parler du présent et du futur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. Alors, je vous ai parlé un petit peu des sponsors tout à l'heure. Eh bien, ça va être mon tour de laisser la place à un de nos généreux sponsors. Je pense que ce n'est pas la peine de présenter Red Hat, parce que même si vous êtes des ayatollahs de Gentoo, Arch Linux, Debian, etc., vous connaissez quand même au moins Red Hat, ce qu'ils font, etc. Et puis Red Hat, ça ne se limite pas à une distribution, on est bien d'accord, hein. C'est un acteur majeur dans tout un tas de choses, dont le cloud native. Alors, je vous disais tout à l'heure, moi je suis prêt à prendre le pari qu'il y aura toujours un truc intéressant à voir chez les sponsors. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du Java ? Ouais, il y en a quand même pas mal. Bon, si jamais vous aimeriez bien trouver des méthodes pour que votre Java il démarre plus vite, qu'il prenne moins de place, etc., que ce soit un peu plus cloud native, tout ça, justement, je vous encourage à aller causer aux gens de Red Hat pour demander leur... Alors peut-être que vous connaissez déjà, hein, mais un truc qui s'appelle Quarkus. Justement, Emmanuel est là, donc Emmanuel est Distinguished Engineer chez Red Hat, et il est entre autres un des créateurs et lead, alors entre autres choses, un truc qui s'appelle Quarkus et qui permet, je vous la fais très simple parce que je ne suis pas un grand javaïste moi, mais de faire du vrai microservice en Java, du truc qui démarre en quelques millisecondes, qui ne prend pas beaucoup de RAM, etc. Voilà, moi, de mon point de vue de containeriste, j'ai trouvé ça super intéressant et pendant qu'on a préparé cette keynote, j'ai eu l'immense privilège d'avoir un micro-cours d'Emmanuel sur le sujet. C'était génial et donc, Emmanuel, à toi. Merci beaucoup. Merci. Donc, juste moi, quand on me demande tu fais quoi comme boulot, je dis que je suis plombier, mais dans l'informatique. Et après ils disent ah c'est super, ça veut dire quoi? Et c'est là où je m'écroule, mais j'ai au moins le début. Donc moi je suis assez surpris parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément trop dans le détail Red Hat. Et Red Hat fondamentalement ça c'est centré sur les communautés, on vit au travers des communautés et en fait on offre un service entreprise basé sur les communautés et donc on contribue énormément aux communautés. Et Linux, c'est ce pourquoi Red Hat est super connu. Java, on a une énorme présence et activité autour de cet écosystème. Donc de la JVM, OpenJDK jusqu'à Quarkus et une myriade de librairies, Camel, Netty, etc. Qui sont nécessaires là-dedans. Et Kubernetes. Ce qui est rigolo dans Kubernetes, c'est que quand Google a fait ce prototype en interne, ils voulaient l'ouvrir et ils sont allés voir Red Hat en disant on a ce truc. Est-ce que ça vous intéresse? Donc déjà, alors c'était pas moi, mais on a vu le potentiel, donc on a dit oui, ça nous intéresse. Donc on a commencé à contribuer avant que ça soit ouvert. Puis surtout, on a contribué notre savoir sur comment on ouvre une code base, comment on fait une communauté derrière. Voilà, donc on a amené notre brique au succès un petit peu de Kubernetes. Et donc merci encore aux organisateurs de cette petite pression de faire ça à Paris après le Covid.
au centre Pompidou. Donc je suis content que Red Hat amène un peu d'argent pour alléger au moins la pression financière. Mais Red Hat, c'est pas que des contributions d'argent, c'est surtout beaucoup de contributions de code dans Kubernetes évidemment, dans les projets CNCF, voilà, Argo CD, Knative, Streamzy, etc., etc. Et puis de manière générale, comme disait Jérôme, autour des solutions cloud native. Et de ces efforts-là, évidemment, on fait des produits. Et le produit dont je voulais juste parler rapidement ici, c'est OpenShift. OpenShift, c'est la distribution Kubernetes de Red Hat. C'est Kubernetes avec beaucoup d'amour, et spécialement pour les développeurs. Solomon en parlait un petit peu. Comment est-ce qu'on prend une application et qu'on la déploie? C'est quoi le chemin de développement applicatif sur Kube, de déploiement applicatif? Donc OpenShift amène ça, une console de développeurs, une intégration Istio, Tekton, Argo CD, voilà, des choses pour vous simplifier la vie, des choses déjà prêtes. Et OpenShift, vous pouvez le déployer chez vous sur votre serveur, sur des VM, dans le cloud. Et puis aussi, on a une version as a service qui est déployable sur AWS, sur Azure et sur Google Cloud Platform. Et un truc intéressant, c'est qu'avec AWS et Azure, en fait, on a un partenariat où on fait du co-SRI d'OpenShift ensemble. En fait, pour que vous ayez juste à utiliser les clusters et pas à vous embêter avec tout ce management. Et puis OpenShift, on aime tout le monde en fait. Donc on aime aussi les ops, donc il y a beaucoup de travail qui était fait au niveau opérationnel. Et quand on passe à l'échelle, quand on se met à devoir gérer plusieurs clusters Kubernetes, devoir vraiment se pencher sérieusement sur la sécurité, gérer nos images de containers, etc., eh bien on a ce regroupement de fonctionnalités qui s'appelle Red Hat OpenShift Plus. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Je suis super content que cet événement existe. Donc, profitez et venez au stand pour discuter de ce dont je vous ai parlé là ou d'autres choses avec moi ou avec d'autres Red Haters. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel, et puis encore merci non seulement Red Hat, mais aussi les autres sponsors qui nous font confiance, etc. Je l'ai dit, je le répéterai un petit peu, parce que franchement, quand on voit le budget d'un événement comme ça, c'est quand même un peu rassurant de... Voilà. Et puis maintenant, on va opérer une espèce de fondu enchaîné transition vidéo vers, je crois, la salle blanc. Normalement, je vais faire un numéro de claquette, une invocation de la pluie, quelque chose, et on devrait voir la salle blanc apparaître. J'ai envie d'avoir la foi, donc je vais rester là et vous me dites dès qu'il se passe quelque chose d'autre derrière. Peut-être que je suis censé mettre le slide d'après, comme ça, je sais pas. Voilà, on m'a dit qu'il devrait y avoir un fondu au blanc, avec ensuite le logo de l'événement, et que normalement, à ce moment-là, c'est bon. Je voulais juste tous vous remercier d'être venus malgré les difficultés de transport, etc. On sait que c'était compliqué. On est content de vous avoir nombreux. On est plein dans les 3 salles. Donc on a rempli l'événement. On peut déjà dire que c'est un succès de remplissage. Maintenant, il nous reste la lourde tâche de vous fournir du contenu et des présentations de qualité. Donc on espère que ça va vous plaire, bien sûr. En speaker dans cette salle blanc, pour bleu, blanc, rouge, et avant qu'on passe à la salle rouge, on va avoir l'éducation nationale qui représente un magnifique end-user de toutes les technologies Kubernetes et Cloud Native. Donc on est très heureux de les avoir ici pour nous présenter un peu leur façon d'utiliser ces technologies-là. On a entendu Solomon nous parler de technologie, là on va parler d'utilisateurs de technologie et comment ça peut justement scaler, être utilisé dans les grandes mesures. Donc je vais accueillir plusieurs speakers de l'éducation nationale. A priori là on est en live, vous avez le feed vidéo dans les autres salles. Je vais accueillir pour commencer Cédric. Cédric, viens me voir. Et puis on va enchaîner là-dessus. Je te remets sur ton slide et c'est parti. Bonjour à tous. Je vais vous présenter en 5 minutes le projet Santorin, qu'est-ce que c'est, et vous expliquer de manière allégée le fonctionnement de la numérisation de ce projet. Donc, Santorin est un projet développé, exploité et diffusé par l'Éducation nationale. Il a pour objectif de permettre la notation et la correction de toutes les épreuves, des examens et des concours du ministère et des autres ministères. Il permet donc aux interrogateurs de noter des épreuves orales, de noter les dossiers en ligne que vous déposez pour des concours, de permettre aux candidats de composer sur feuille des QCM ou en ligne,
Et il permet de gérer les épreuves que nous avons tous passées pour nos examens, des épreuves sur feuille. Sur ces épreuves, afin de sécuriser le processus de notation des candidats, les feuilles des candidats, par exemple pour le baccalauréat, sont directement numérisées dans les lycées. Et ces feuilles sont reconnues via une en-tête numériquement et associées aux candidats. Une fois cette numérisation faite, le chargé de numérisation peut distribuer ces copies au correcteur afin qu'il puisse corriger et noter ces copies sur son ordinateur de bureau ou sur tablette. Un petit historique, le projet Santorin a démarré en 2017 avec pour objectif de gérer la réforme du baccalauréat en 2020. Vous êtes tous conscients, au courant qu'au niveau de l'État, il y a des réductions de budget. Et pourtant, avec la naissance de Santorin, c'était plutôt chez nous une augmentation des objectifs et des contraintes et des exigences. Donc il a fallu se moderniser via d'abord une démarche DevOps mise en place, modification de nos méthodes, notre architecture, via une architecture microservice, et une conteneurisation et une kubernétisation dès 2018 en production. Afin de pouvoir gérer la première expérimentation des épreuves anticipées du bac, des épreuves de français en 2019, nous avons déménagé sur une plateforme de l'éducation nationale à Paris pour avoir plus de ressources. Quelques chiffres sur l'année 2022. L'année 2022 était l'année où nous avons géré le baccalauréat dans son intégralité et une partie du BTS. Donc nous sommes vraiment encore au début de la gestion de tous les examens. Donc ça représente 5,7 millions de feuilles numérisées, dont 5 millions pour le baccalauréat. Une petite spécificité de cet examen, c'est un examen national. Donc tous les lycées et les candidats passent l'examen en même temps. Et donc ça représente chez nous 1 million de feuilles numérisées par jour. Donc un gros besoin en termes de scalabilité, de gestion de la charge. D'où les choix d'architecture, de Kubernetes et de conteneurisation. Donc comment ça fonctionne? Donc de manière simplifiée, donc 2 services à la responsabilité de faire fonctionner la numérisation. Un premier service dont la charge est la réception des copies et l'écriture des copies après la numérisation, et un autre service asynchrone qui va traiter ces copies, c'est-à-dire qui va les ordonner, les réorienter, et il va faire la lecture avec un outil de deep learning que nous avons entraîné, de caractère par caractère, pour pouvoir associer ces copies aux candidats. Notre objectif principal lors de cette phase de numérisation, c'est de sécuriser l'envoi des copies, que les lycées n'aient pas à rejouer une numérisation, et donc de sécuriser ce processus. Donc à partir de là, grâce à Kubernetes et au mécanisme de HPA, nous allons, à la fin de l'épreuve de philosophie, par exemple au mois de juin, nous allons détecter que tous les centres de numérisation envoient les copies en même temps. Kubernetes va provisionner un maximum de ressources pour la réception des images, et il va aussi détecter que la file des copies à traiter augmente, donc il va aussi provisionner un maximum de ressources pour le traitement. Toujours dans l'objectif de pouvoir mettre à disposition des chargés de numérisation la copie associée au candidat le plus rapidement possible. Mais dans notre objectif, nous avons fixé une priorité qui est de sécuriser la réception. Donc si on arrive aux limites du cluster, Kubernetes, grâce à ce mécanisme de priorité, va décommissionner les pods qui font le travail de traitement, et on va pouvoir démarrer les pods pour la réception, avec aussi du développement côté applicatif pour que ce démarrage soit rapide et peu consommateur en RAM. Une fois les lycées terminés, Kubernetes détecte qu'il y a moins de requêtes sur le service de réception et va pouvoir provisionner un maximum de ressources pour le traitement et donc diminuer et consommer cette file de copies. Tout ça de manière automatique. Et donc, ce qui nous permet, de gérer aussi les centres qui sont à l'étranger, à l'international, donc nos îles qui vont numériser la nuit, et grâce à ce mécanisme, Kubernetes me permet de dormir tranquillement pendant ces phases-là. Donc je le remercie, et j'ai terminé. Je vais passer la main à Nicolas pour la suite. Pas de manière automatisée, mais bon.
Donc, Nicolas Chonde pour l'éducation nationale. Je pilote une équipe qui s'appelle EOL, qui est basée à Dijon, qui est le pôle logiciel libre. Et je vais vous parler du projet appseducation.fr, qui a été déployé en 2020 pendant un confinement pour permettre la continuité pédagogique des établissements scolaires. Donc, on a déployé ce projet en avance de phase en 2020. Ça a été déployé en urgence en quelques jours pour quelque chose qui représente 400 à 500 services en ligne pour l'ensemble des établissements scolaires. On avait comme but de le déployer bien sûr en Kubernetes, mais on n'avait pas fini nos tests, donc on l'a déployé en Docker. On a cette bêta qui a accueilli plusieurs dizaines de milliers d'enseignants et leurs élèves. On ne sait pas compter, ils en ont beaucoup. Donc cette bêta finalement a été prolongée au-delà du confinement. On l'a fermée à l'été 2022 et on a ouvert fin 2021 une plateforme en mode Kubernetes pour permettre, donc les deux plateformes ont tourné en parallèle, pour permettre aux établissements scolaires de transférer leurs données. Donc ces déploiements ont été effectués en Kubernetes chez un hébergeur français, Scalway, pour la pré-prod et la prod, et le développement a été effectué sur une plateforme d'OVH, parce qu'on avait un accès à OVH historiquement pour ces équipes. Donc au départ, on provisionne des machines. Alors on a une petite particularité, c'est que tous les cours commencent à 8h, donc voilà, on est obligé de provisionner un minimum. On ne peut pas juste se baser sur l'intelligence de Kubernetes pour démarrer en urgence tout le monde à 8h du matin. Et bien sûr, comme l'a précisé mon collègue, on a aussi l'outre-mer qui travaille la nuit et un peu en décalage sur le week-end. Donc on a un cluster MongoDB déployé dans le K8S et du PostgreSQL at the service chez l'hébergeur. On déploie un ensemble d'applications. Donc dans Apps, c'est un portail personnalisable pour l'enseignant et des applications libres type Nextcloud, des blogs, etc. pour permettre la mise en ligne de documents, la continuité pédagogique, la récupération de documents auprès des élèves, des plateformes de streaming vidéo comme Peertube, tout basé sur du logiciel libre. Donc le projet Apps a aussi une déclinaison qui s'appelle EOL 3. Historiquement, on avait un EOL 1 et 2 donc. EOL 3, c'est, comme ses prédécesseurs, permettre à un établissement scolaire de déployer la plateforme en son sein ou à la collectivité qui gère ces établissements de pouvoir déployer pour l'ensemble de ces établissements qu'elle a en responsabilité ou pour elle-même, ou bien sûr pour une entreprise, l'ensemble des services de apps en mode Kubernetes. Donc EOL 3, c'est une surcouche à Kubernetes, enfin une surcouche, quelques scripts de Kubernetes qui permettent de déployer donc les briques du haut qui sont le blog, le portail qui est au centre, qui sont des développements faits par l'éducation nationale avec la gestion de groupe, le SSO, des services d'infrastructure, donc le SSO, la répartition de charges en ingress avec un Nginx, la métrologie et les logs avec Grafana Prometheus, et les applications donc pédagogiques, la messagerie instantanée, le Nextcloud, donc RocketChat, Nextcloud, un wiki, Mastodon pour le réseau social, etc., qui sont auto-configurés avec un fichier en ligne de commande qui se lance avec votre kubectl. Donc EOL 3, c'est un dépôt à cloner. Il y a d'autres ministères et entreprises qui participent aussi. Vous éditez vos variables, vous lancez le script et ça déploie dans un Kubernetes tous les services auto-configurés avec l'appairage au SSO des différents services et la configuration de la métrologie. Le but, c'est qu'un enseignant, comme dans les autres versions d'EOL, donc je parle d'un enseignant qui n'a pas forcément de compétences techniques, alors on va quand même parler d'un prof de techno peut-être ou quelque chose comme ça, un enseignant qui n'a pas forcément de compétences techniques, qui peut déployer en une journée l'ensemble des services pour son établissement scolaire. Il faut bien sûr qu'il ait une IP publique là-dessus. Donc quand vous voulez déployer un service additionnel, vous remplissez son fichier de configuration, vous relancez le build et vous avez votre code IMD ou votre Nextcloud configuré avec son SSO. Et c'est tout ce qu'a à faire un établissement scolaire. Il y a la sauvegarde qui est gérée aussi dans le kubectl, enfin dans le Kubernetes. Voilà. Je vais laisser la parole à Sophie Mocor, responsable adjointe du Bureau des infrastructures pour l'éducation nationale, qui va vous expliquer la plateforme pour les développeurs. Bonjour, donc Sophie Mocor, je travaille aussi à la direction du numérique pour l'éducation. Je vais vous présenter la plateforme
Chloé, qui veut dire Cloud for Education, enfin Chloé pour l'éducation en français, que l'on a mise à disposition des développeurs de l'éducation nationale. Parce qu'on a cette chance, on a encore énormément de développeurs à l'éducation nationale et on a la capacité de développer une très grande partie, la grande majorité de nos SI. Donc je vais faire juste un petit historique. Pourquoi on a fait cette plateforme, c'est que nos équipes, on en a beaucoup, on a de la chance, mais elles sont réparties sur le territoire et hébergées dans nos académies. Donc vous en avez à Toulouse, Nancy, Clermont, enfin c'est vraiment réparti sur tout le territoire. Et avant qu'on mette cette plateforme en œuvre, eh bien en fait, c'est pas grave. Avant qu'on mette cette plateforme en œuvre, eh bien en fait, ces environnements de développement étaient répartis sur le territoire dans les infrastructures académiques. Ce qui signifiait qu'on avait de la duplication, on avait de l'hétérogénéité. Donc on avait pas mal de pertes en ligne. Donc l'idée était de faire une plateforme commune, nationale, pour toutes les équipes. La particularité de ces équipes, c'est qu'elles sont aussi spécialisées, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le développement d'une application qui se fait par exemple à Toulouse, sa qualification qui se fait à Clermont-Ferrand, son intégration et sa diffusion à Nancy. Donc on a construit une plateforme donc, dans un data center à Paris, un data center interministériel à Paris, un cloud privé donc, une plateforme d'hébergement dédiée aux équipes nationales de développement, pour tout leur développement. À ça, on a ensuite couplé, donc en fait je parle du bas et je remonte, excusez-moi, donc notre forge nationale pour avoir une usine numérique intégrée avec tout ce qui est classique, le GitLab, le Arbor, etc. Alors, si on fait un focus sur la partie, on va dire, CAS, la partie conteneurisée de la plateforme Chloé, parce que bien sûr, elle a un historique, on a commencé en IaaS, et puis il y a à peu près 18 mois maintenant, on a fait une offre CAS. Donc elle est multi-cluster. Alors multi-cluster, c'est 3 clusters. Un dédié au développement, un à la qualification, et puis un autre à côté qui est dédié aux outils, et multi-tenante, c'est-à-dire qu'avec le Rancher, on va créer autant de projets que de SI, pas forcément d'équipes justement, de SI qui ont accès à cette plateforme. Les clusters ont été construits et on va dire protégés. On a mis les règles de sécurité en fonction de ce qu'ils devaient et pouvaient faire. C'est pour ça qu'on arrive à, on va dire, 2 clusters principaux. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Et ces clusters sont partagés après entre les projets, donc entre les équipes. Donc typiquement, voilà, vous avez l'équipe verte, jaune et rouge qui travaillent donc sur les 2 clusters, les 3 clusters mis à leur disposition. Et on a bien sûr une équipe qui exploite, régit et fait l'assistance pour cette plateforme. Donc, notre orchestrateur, c'est Rancher, en amont de Kubernetes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà ce qu'on a mis à la disposition donc, des développeurs. On va dire c'est classique. Donc, des clusters Kubernetes, il y en a un qui est représenté ici avec un orchestrateur Rancher qui est donc sur la plateforme d'hébergement des environnements, couplé, comme je vous l'ai dit, à notre forge nationale pour, on va dire, créer le bloc bleu uni, notre usine numérique intégrée. Donc la forge héberge le Arbor avec le Docker Registry et le Helm. Et nos équipes travaillent, on va dire, principalement à 80% en API pour déployer leurs environnements sur notre plateforme. Donc, je vous l'ai dit, on a commencé il y a à peu près 18 mois, c'était novembre 2021. Ça a eu très rapidement une belle progression, un gros engouement de nos équipes. On en est maintenant 95 projets. Il y a 25 sur Kubernetes, utilisés par 650 agents. Alors, c'est très fluctuant, bien sûr, mais en gros, c'est quasiment toutes nos équipes de développement maintenant qui ont rejoint la plateforme. Et on a 3200 VM, parce que bien sûr, cette plateforme reste une plateforme d'hébergement pour des projets hybrides. 3200 VM et 500 pods. Quand je dis hybride, c'est une partie des projets sont encore en VM, typiquement les bases de données, et le reste hébergé sur des pods. La plateforme a une capacité encore, on va dire, on a de la marge, donc dès qu'il y a un nouvel projet, une nouvelle refonte, c'est sur cette plateforme-là que les projets arrivent. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Alors, bon, moi, c'est un peu bas, je vais me baisser. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on n'a tué personne avec le micro, c'est bon, désolé. Par contre, je crois qu'on a abîmé un petit peu les oreilles de la salle bleue, il faut croire, puisque c'était un peu fort. Pas de problème, on distribue de l'aspirine à la sortie de la salle bleue. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais faire une petite transition rapide. On est à la KCD France 2023. Cocorico, salle bleu, blanc, rouge. Donc forcément, à un moment donné, il y aura du sponsor français qui va arriver. Et puis, je vais accueillir Maxime de VH qui va nous parler un petit peu des nouvelles. Merci beaucoup. Effectivement, je suis super content au nom de VH Cloud de sponsoriser l'événement. Et l'idée pour moi aujourd'hui, c'est de vous mettre un petit peu à jour. On est ici en France, je pense que la plupart d'entre vous connaissent OVH, peut-être ont manipulé OVH il y a 1, 3, 5 ans. Et l'idée, c'est de vous mettre un petit peu à jour. On ne fait plus que du compute et du stockage au bon rapport qualité-prix. Là, c'est une petite photo de notre écosystème prod ready actuellement dans le public cloud avec des dizaines de services. Si je focus un peu sur ces 12 derniers mois, on a sorti plus d'une dizaine de DBMS, on a sorti plein de nouveaux services managés dans l'AI et la gestion de données en général. On a beaucoup aussi retravaillé nos services qui étaient déjà existants il y a 1, 2, 3 ans. En l'occurrence, moi je travaille sur Kubernetes. Aujourd'hui, notre service Kubernetes Managé a tous les basiques que vous attendez entre guillemets d'un hyperscaler, la gestion de notre pool avec de l'autoscaling, la fédération avec de l'EIDC, la gestion avancée des réseaux privés de notre public cloud. On a retravaillé aussi nos produits comme le stockage S3 avec plus de performance, une meilleure couverture des API d'S3, la registry avec toutes les fonctionnalités d'Arbor. J'entendais juste avant que c'était aussi le choix qui avait été fait du côté de l'éducation nationale. On propose ça as a service chez VH Cloud. Alors évidemment, en 3 minutes, je ne vais pas vous raconter tout le catalogue de VH et je ne suis pas là pour ça. Juste vous montrer aussi ce qu'on a prévu de sortir cette année, l'année qui vient de commencer. Là aussi, je vais vous parler juste de ce qui va peut-être plus intéresser les utilisateurs Cloud Native parmi vous. C'est très attendu, on sort enfin l'IAM et le KMS managé et intégré à tous les produits OVH Cloud, là cette année en 2023, ça commence dans quelques mois, ce sera fini en fin d'année. On va proposer du file storage as a service pour du stockage persistant en read-write-many sur Kubernetes. Et on va retravailler plein de nouveaux produits, notamment revoir notre gamme de compute pour encore plus de performance à prix équivalent. Donc tout ça utilisable évidemment dans le cadre de Managed Kubernetes Service. Si on sort un peu de la liste des fonctionnalités et de ce catalogue qui s'est beaucoup enrichi, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est beaucoup de clients, tu le disais, on est en France, qui commencent à revenir sur des cloud providers européens qui se sont enrichis. Et quand ils choisissent OVH Cloud, en général, c'est pour les 4 raisons que vous voyez à l'écran. Comme les autres hyperscalers, on est présent sur plusieurs continents, on a plusieurs localisations, une 3e qui arrive en France cette année pour le public cloud. Mais en plus, on propose tous ces services-là sous un contrat de droit français, immune aux lois extraterritoriales US. Comme les autres providers, on propose du compute à bon prix, souvent à meilleur prix, c'est ce qu'on entend. Mais en plus, on propose des tarifications qui sont simples et prévisibles. Si je prends l'exemple de Managed Registry, on a un prix forfaitaire, on ne facture pas le trafic sortant par exemple. On nous a beaucoup reproché, à raison, en toute transparence, notre expérience développeur. On a beaucoup travaillé cette année et c'est que le début. On a complètement retravaillé notre provider Terraform pour les utilisateurs d'Infra as Code dans la salle. Revenez nous tester, ça s'est beaucoup amélioré. Mais en plus, on fait le choix, pour tous les services managés qu'on expose, d'exposer des API standards et open source que vous pouvez retrouver chez d'autres providers, que vous pouvez réinstaller vous-même sur l'infrastructure de votre choix afin qu'il y ait zéro lock-in. Et dernier point, on commence à communiquer un peu plus activement là-dessus, mais on a beaucoup investi très tôt sur une stratégie vraiment durable, avec la réutilisation de composants informatiques, avec des data centers sans clim. Et voilà, on est entre guillemets un peu plus ambitieux que la plupart des acteurs du marché, notamment pour ceux à qui ça parle, on sera dans les objectifs Scope 3 Net Zero en 2030. Dernier point très rapide, la seule annonce produit que je voudrais faire, et je vous invite à nous rejoindre sur le stand pour en savoir plus. Parmi les nouveaux produits qu'on va lancer cette année, on va sur Kubernetes proposer une solution multi-cloud et multi-cluster qui vous permet de gérer et manager le lifecycle de cluster Kubernetes chez nous, mais aussi chez nos concurrents on-prem, qui permet de gérer des utilisateurs cross-cluster, un catalogue d'applications enrichi. Et voilà, je vous invite à nous rejoindre sur le stand d'OVH pour parler de ça, peut-être accéder à la bêta qu'on va lancer cet été autour de ce produit, ou de manière plus générale, vous rendre sur ovhcloud.com, il y a 200 € pour tester en ce moment. Voilà. Eh ben, merci Maxime.
quelqu'un de très sympa à aller voir sur le stand. On le pratique souvent dans d'autres conventions, pardon, Maxime. Alors, on est en gros un peu plus de 10 minutes en retard sur le planning. Je vais passer la main à la salle rouge là dans 30 secondes. C'était juste pour vous dire que sur le planning initial des talks qui démarrent juste après la keynote, on aura probablement 5 minutes de retard, quelque chose comme ça, et après tout rentrera dans l'ordre. Excusez-nous pour les petits accrochages à droite à gauche, c'est un peu sans filet avec 3 salles retransmises et tout ça, plus la grève et tout, c'était un peu un enfer d'arriver là. D'ailleurs, on va vous en parler un petit peu dans l'autre salle. Donc en régie, vous pouvez envoyer le carton blanc et passer à la salle rouge. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour les applaudissements, mais bon, je ne les mérite pas encore. Bon. Merci Alex en tout cas. Et donc comme vous l'avez compris, bleu, blanc, rouge, on est dans la salle rouge. Et sans transition, je vais laisser la parole à Daniel Maher, donc, qui va nous rejoindre, qui fait partie de Scaleway, qui est responsable de la relation développeur chez Scaleway. Scaleway qui est un de nos principaux sponsors aussi, on les remercie de leur confiance. Donc, merci. Merci bien. Bonjour. C'est Spacebar pour avancer? Voilà. Non? Oui. Hein? Voilà, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Dan de chez Scaleway et je suis pas là pour te pitcher Scaleway de toute façon. Je suis là pour aborder le sujet le plus important de notre époque. Mais avant de commencer, un petit remerciement à mon cher ami Edvaldo Grunwald qui m'a inspiré pour ce talk. Merci à toi, où que tu sois. OK. Le sujet le plus important de notre époque pour notre industrie, cet outil, comment se prononce-t-il? Mais vraiment quoi? Alors, je vais commencer avec quelques petites options et on va décider après. Voici 5 qui sont assez courants. Il y a cube, il y a cube, il y a QB, il y a QB, et ensuite QB. Et voilà les 5 pour commencer. Et ensuite, le C et le T et le L. Contrôle, peut-être, mais bon, c'est pas ennuyant ça, franchement. CTL, oui, mais trop de syllabes. QTL, ah là, on a quelque chose. Moi, j'aime bien cuddle, parce que cuddle, c'est comme câlin en anglais, donc un petit Kubernetes hug. Ouais, pourquoi pas. Mais juste avec ça, on a 20 options. Mais que 20 options. Je pense que nous pouvons faire mieux. Nous devons faire mieux. Nous avons même une obligation d'aller plus loin, plus profondément, plus inutilement que jamais vu auparavant. En commençant par Kubectl. Kubectal. Kubectale. Oh. Regarde la différence qu'un simple signe diacritique peut apporter. Kubectale. On dirait presque italien, hein? Voilà. Et comme la communauté Kubernetes est assez internationale, pourquoi pas ne pas embrasser cela? Eh oui, c'est moi, le petit Canadien perdu ici en France. Et moi, je le pense correctement. Québec-Tulle. En plus, c'est vrai, je suis vraiment Canadien. Alors voilà, c'était Goudou. Passons de l'autre côté de l'Amérique du Nord, vers l'autre océan, la Californie. Bien sûr, le centre de l'univers se situe à Mountain View, tout le monde le sait. Avec l'anglais californien, avec notre ami Kay, elle est la meilleure. Donc tout le monde dit, Kay, you best. Elle, bon, c'était difficile de faire ça en anglais, attention, voilà. Mais en pensant de l'univers, pourquoi arrêter avec notre planète? Imaginons des pods en orbite, des clusters en l'espace, de l'autoscaling à l'échelle galactique. Et qu'est-ce qu'il y a dans la galaxie? Bien sûr, des Klingons, avec leur jolie langue. Alors, Ka-Obektala. Et voilà, je suis en train d'apprendre cette très belle langue, donc voilà l'accent. Mais concrètement, on fait quoi avec tout ça? Avec que toutes ces belles options, avec que toutes ces différentes manières de le dire, on fait quoi avec? Mais finalement, c'est très simple.
tu mets un alias et tu continues avec ta vie. Voilà. Et c'est tout pour moi, merci. Nous sommes des sponsors, il ne faut pas hésiter à nous visiter. Et pour un talk beaucoup plus technique que le mien, gardez un œil sur le talk de Louis Porté cet après-midi. Merci encore. Voilà. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Du coup, moi je vais prendre un peu la suite de Jérôme, un peu l'introduction du KCD en général, du KCD France. Mais je vais prendre du point de vue des coulisses et de l'équipe d'organisation, pour faire simple. Je vais faire d'abord une brève rétrospective d'où est-ce qu'on est parti. Concrètement, en fait, on a initié le projet en 2019. À la base, on est une association sur Paris. Depuis 2016, on organise des meet-ups sur Paris, sur le cloud native, Kubernetes et tous les outils autour de Kubernetes. Et donc, on a lancé le projet, mais finalement, on avait commencé, on a fait le budget, on était une équipe, et le Covid est arrivé. Donc, nous, comme on est très habitués en fait, à voir les gens, à les rencontrer, à partager une pizza, comme disait Jérôme tout à l'heure, on voulait faire un événement vraiment en présentiel. Et donc, même s'il y avait des initiatives en virtuel, on a voulu patienter. Et donc, l'année dernière, à Valence, à la KubeCon, on a rencontré des gens qui étaient très intéressés, un groupe qui était super motivé pour relancer le projet. Et on a pu relancer l'initiative du KCD Paris. Et de fil en aiguille, on a discuté, on a vu l'engouement en France. Solomon et Jérôme en parlaient. En fait, l'écosystème, les entreprises et les projets en France, on est vraiment dynamique en France. Et donc, on a vu un engouement. Et au niveau national. Donc on a revu notre ambition à la hausse et on est parti vers un KCD France. Donc à partir de là, des communautés locales nous ont rejoints, le CNCF Lyon, on a eu des bénévoles un peu de toute la France et comme je le disais précédemment, on a une expérience très modeste sur des événements locaux et on ne savait pas du tout en quoi on s'engageait. La première chose qu'on a voulu faire, c'est d'abord définir nos valeurs. Dès le début, on a voulu savoir où est-ce qu'on allait, quel événement on allait proposer. Et donc, la première chose, c'est effectivement, on voulait une grosse place pour l'open source et les communautés. Donc, vous allez le voir normalement dans les conférences et dans le choix qu'on a fait et dans la représentation des communautés dans le forum. On a aussi souhaité aller proposer des sujets pointus techniquement, dans le sens où on a pu être, certains d'entre nous, un peu déçus par certaines conférences où le niveau technique était un peu en surface. Et on a voulu aller, dans le choix en tout cas, essayer de faire des choix un peu plus techniques. Et de la même manière, on a voulu mettre en évidence surtout des retours d'expérience et donc des entreprises, des cas concrets d'usage dans des entreprises. L'autre point important, dans l'équipe, on est sensible à l'écologie, vous allez le voir, on vous a fourni un gobelet qui est en partie composé d'algues, on réduit les déchets, réduction du plastique, on a invité une association qui travaille à l'amélioration de l'impact écologique qui s'appelle Boavista, donc je vous invite à les rencontrer. Et on travaille aussi, on est aussi dans cette dynamique de travailler à l'inclusion et à la représentativité. Donc voici l'équipe. Donc en fait, je vous laisse imaginer des réunions. En fait, il y a des râleurs, des impatients, des excités. Et en fait, il y a des réunions qui peuvent être super animées. Mais toutes ces personnes sont des bénévoles. Elles viennent d'un peu partout en France, d'Orléans, de New York, de Bordeaux, de Lyon. J'ai pu en rater quelques-unes. Et finalement, je ne me suis pas présenté. Je fais partie de cette équipe-là. Et je suis très fier de travailler avec cette équipe. Et on a dû faire face à de nombreux challenges pendant ces 10 mois d'engagement. Ça a été relativement long, avec beaucoup de rebondissements, des problèmes divers et variés. La première chose, c'était vraiment on découvrait de nouveaux domaines, la finance, le légal, l'événementiel, c'était très nouveau pour nous. Donc, pratiquement toutes les semaines, on découvrait une nouvelle chose à gérer. Il a fallu dégager du temps. On est tous bénévoles, comme je le dis, on a tous un travail à côté. Donc, on travaillait les week-ends, le soir. Et donc, c'est vraiment au bénévolat et des gens qui étaient plus disponibles que d'autres. Et donc, le problème principal que l'on a rencontré, pour être tout à fait honnête, c'est la gestion de projet. La gestion de projet dans le sens où, comme on est des bénévoles, on est nombreux, il faut attribuer les tâches, les évaluer,
faire en sorte qu'elles avancent. Et franchement, on a été efficace plutôt vers les dernières semaines. Et donc, c'est une vraie course d'endurance, il faut tenir sur la durée. C'est vraiment long à organiser comme événement. Et on ne s'en rendait pas compte quand on a lancé au début. Surtout quand on s'est dit, on va faire un France, 1000 personnes, au Centre Pompidou. Merci au Centre Pompidou, d'ailleurs. Et malgré tout, même quand on croit qu'on a fini, eh ben, on a une nouvelle chose qui arrive, la grève notamment. Et donc, par rapport à la grève, on a essayé de faire notre maximum. Dès qu'on a appris l'événement, on a fait notre maximum pour contacter tous les sponsors. Donc tous les sponsors ont répondu présent et ça c'est vraiment cool. Tout le monde nous a fait confiance. On a contacté tous les speakers. On a essayé de faire en sorte d'avoir des solutions de secours, bien sûr. Mais on voulait vraiment assurer la programmation. Mais l'élément principal de doute, c'est vraiment l'estimation du nombre de participants. Vraiment, c'est aujourd'hui même, je vous parle, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui attendent dehors. Et il a fallu revoir nos jauges. Et finalement, je vous remercie tous parce qu'on est plutôt nombreux, on a rempli les 3 salles. Et on peut déjà estimer l'événement une réussite, en tout cas de ce point de vue-là. Toujours est-il qu'on va vous demander votre indulgence, votre bienveillance, parce que c'est notre premier KCD. Comme je l'expliquais avec cette situation particulière, il peut y avoir des choses qui se passent plus ou moins bien. En tout cas, on a un channel dans lequel vous pouvez nous contacter, que ce soit en public sur KCD France ou en privé par mail, info@KCD-France. N'hésitez pas, on est preneur de toutes les suggestions et critiques. Un bref tour des lieux, parce que je pense qu'il y a des choses... Vous avez un plan à l'entrée qui récapitule un peu tout ça, mais je vais vous donner juste quelques informations. On a parlé des salles bleu, blanc, rouge. La salle bleue, elle se situe donc en bas à gauche là, sur le plan, et elle est au premier étage. Et sinon, on est en rouge ici, au sous-sol, au -1, et on a la salle blanc à côté, au -1. Information importante, on aura 3 points de distribution à midi pour le repas. Donc je vous invite vraiment à vous répartir sur les 3 points. Et élément intéressant aussi, on a un espace dédié aux communautés. Comme on disait, on essaye de donner une place importante aux communautés. Donc au premier étage, vous avez d'ailleurs un barista super sympa. Et enfin, vous avez une fresque qui va être peinte toute la journée. Donc allez les rencontrer, allez voir ce qui va être fait et découvrir un peu ce qui va être rendu à la fin de la journée. Et dernière information, vous avez l'espace exposition, c'est super important, comme on le faisait référence. Sans les sponsors, on n'aurait jamais pu faire cet événement. Donc on vous invite à aller les voir. Il y aura des animations toute la journée et vous pourrez discuter avec tous nos sponsors. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Vous avez le QR code de la programmation qui est à jour, qui sera mis à jour s'il y a des évolutions. C'est un PDF que vous téléchargez, donc je vous invite à scanner le QR code. Et merci beaucoup. Bonne journée.